Donc, bonjour à tous, je suis Sandra Baldini chez Refashion. L'équipe s'est mobilisée aujourd'hui pour faire une présentation et Maud va l'introduire. Peut-être avant de commencer, je vais partager quelques règles. Sachez qu'effectivement, ce webinaire est enregistré, ce qui fait qu'il sera donc disponible en replay très prochainement à la suite de ce live. Vous avez un espace Q&R à votre disposition pour pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas dans quelle mesure nous aurons le temps de répondre à tout, probablement très peu. En revanche, ces questions, on va les garder précieusement et on pourra effectivement les adresser. Ensuite, je réponds déjà à une question qui pourrait surgir de savoir si vous allez recevoir cette présentation et une synthèse de cette présentation. Donc oui, ce sera le cas. Vous aurez tous les éléments à votre disposition si vous souhaitez y revenir ou les partager avec votre entourage. En ce qui concerne le programme, je passe la parole à Maud. Très bien, merci Sandra. Bonjour à tous, je suis Maud Hardy, je suis la directrice générale de Refashion et je suis ravie de vous avoir avec nous. On est déjà 60 participants pour ce webinaire d'1h30 sur le sujet de la réparation des textiles et des chaussures. Le programme que nous vous avons concocté est le suivant: un petit rappel rapide du contexte et des obligations légales, une présentation de notre ambition et du projet sur lequel on va travailler ensemble pendant 1h30, présentation de la méthode et de l'approche de travail sur ce sujet de la réparation, les enseignements clés, la synthèse et les prochaines étapes. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h30. Et donc, je démarre tout de suite sur le rappel du contexte. Alors, pour mémoire, parce que je ne connais pas encore tous les spectateurs qui sont avec nous, on est déjà 65. Pour rappel, Refashion, qui on est? En fait, nous sommes une société privée à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics français depuis 2009, et nous sommes un éco-organisme en charge de la filière textile, linge de maison et chaussures. Nous assurons donc pour le compte des metteurs en marché, des 6000 metteurs en marché adhérents à l'éco-organisme, leur responsabilité élargie du producteur, qui inclut la prévention et la gestion de la fin de vie de ces articles. Le projet collectif, je vous le présente en quelques mots. La vision que nous portons, Sandra, il faut que tu cliques, merci, c'est une industrie textile 100% circulaire. Et quand on dit industrie textile, ça inclut évidemment le linge de maison et la chaussure. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous entendez ce raccourci, ça inclut bien l'ensemble des produits. La mission que nous avons, c'est de fédérer tous les acteurs de la filière pour développer sur les 3 phases du cycle de vie des produits. Tout d'abord, l'éco-conception, sur la phase 1, la phase de production. Ensuite, sur la phase de consommation, le réemploi, la réparation et la réutilisation, bien sûr. Et puis, sur la 3e phase, la phase de régénération, nous avons besoin, évidemment, d'accélérer le recyclage des textiles et des chaussures en optimisant la gestion des ressources matières, financières et humaines. Donc, les 3 priorités, vous les retrouvez: repenser la production, réenvisager la consommation et régénérer les matières. Alors, comment est-ce qu'on inscrit ce sujet de la réparation dans le calendrier actuel de révision du cahier des charges d'agrément de la filière textile? Pour mémoire, notre agrément actuel s'achève à la fin de l'année 2022. On vous a mis une petite timeline, évidemment, c'est pas le mot français, une petite frise chronologique pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte. En janvier 2022, l'ADEME a commandité au cabinet Inextenso une étude préalable sur le fonds réparation qui fait partie évidemment des nouvelles dispositions de la loi AGEC. En février 2022, la DGPR a lancé officiellement la consultation sur la révision du cahier des charges de la filière textile. Et puis, pour mémoire, le 20 avril, la DGPR a également lancé la consultation spécifique sur le fonds réparation pour la filière textile et la filière ameublement. Et donc, aujourd'hui, le 21 juillet, nous nous retrouvons pour présenter les résultats d'une étude que nous avons menée sur spécifiquement la réparation auprès des citoyens français. Donc voilà, moi, ma partie s'arrête là. Donc, je vais passer la parole à Sandra qui va prendre le relais. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet Q&R. Et puis, à très bientôt pour la suite des aventures de la réparation. Merci à tous. Merci beaucoup, Maud. Alors, je reprends le flambeau. Donc, Sandra Baldini, je ne me suis pas présentée. J'ai la responsabilité du pôle consommation, mais aussi marketing et communication chez Refashion. Alors, l'ambition que l'on donne
aujourd'hui à ce projet, à ce sujet de réparation, c'est au cœur du dispositif, et c'est ce qui est d'ailleurs inscrit dans la loi, c'est allonger la durée de vie, et c'est pour nous faire mieux. Donc, la recherche d'incrémental est vraiment au cœur du dispositif, au cœur de ces premières recherches, enquêtes et études qu'on a faites avec une approche méthodique. Donc déjà, on a commencé par faire la mise en place d'une approche méthodique pour dimensionner à la fois qualitativement et quantitativement au plus juste tout ce qui a besoin de caractériser, c'est-à-dire la mise en marché des TLC, le marché de la réparation existant et le gisement adressable. En fait, l'objectif, effectivement, aussi, c'est de comprendre le comportement des consommateurs. Une fois qu'on a parlé du gisement, on va essayer de comprendre comment le consommateur fonctionne, quelles sont ses pratiques de réparation, quelle est sa connaissance de la réparation, des prix, du coût de la réparation et des freins à lever. Et enfin, évidemment, troisième niveau, mais aussi c'est une habitude de travail chez nous, travailler en concertation pour co-construire un dispositif et un projet qui tienne la route avec l'identification des zones de pertinence et des modalités qui vont maximiser l'impact de ce fonds réparation, avec toujours, et on l'a renoté effectivement sur la droite, la recherche d'incrémental. Donc, pour nous accompagner sur cette partie méthode, nous sommes accompagnés du cabinet Arthur D. Little, dont nous avons un représentant ici présent qui va nous expliquer un peu comment a été construite effectivement la méthode et cette approche du travail. Alors, je ne sais pas qui prend la parole là à ce moment. Est-ce que c'est Pascal qui est avec nous qui prend la parole? Ou Guillaume? Ou Antoine? Alors, c'est peut-être Antoine. Antoine, je te vois à l'image, on ne t'entend pas. C'est bon. Non, ça devrait fonctionner. Ça y est, on t'entend. Un peu éloigné, donc n'hésite pas à parler fort. Très bien. Bonjour à tous. Antoine Ozoun, du cabinet Arthur D. Little. Effectivement, pour réfléchir sur le fonds réparation, on a proposé une approche assez structurée avec, pour répondre à certaines questions clés. Déjà, pourquoi le fonds réparation? Donc, comment allonger la durée de vie des produits textiles et chaussures? Donc, quels sont les produits, quels sont les actes, quelles réparations sont concernées, quel barème on va essayer de mettre en place et donc quels moyens. Le qui, donc quel réparateur va être concerné aujourd'hui et au long de l'agrément jusqu'à 2028, quelle labellisation on va essayer de mettre en place et quelle couverture du territoire va être mise en place également. Et enfin, comment, donc quelles mesures de la performance va-t-on mettre en place, quelle traçabilité aussi et quels sont les coûts de gestion, notamment pour la mise en place de ce fonds. Pour cela, on s'est basé sur un certain nombre d'études. On a été accompagné par plusieurs acteurs, notamment sur la mise en marché et sur les consommateurs par Kantar, qui va occuper le gros de ce webinaire avec une étude de la mise en marché à la fois en volume et à la fois sur le prix des pièces, et une étude ensuite du comportement des consommateurs vis-à-vis du sujet de la réparation des textiles et des chaussures. Ensuite, on a été également accompagné par une junior entreprise pour faire un listing assez exhaustif des différents types de réparations et des prix de ces réparations, à la fois par type de ville et effectivement par type d'acteurs également, des chaînes ou des indépendants. On a mené toute une enquête terrain auprès de marques et de réparateurs dont beaucoup sont présents à ce webinaire afin de comprendre quels sont les dispositifs mis en place actuellement sur la réparation et l'état des lieux du marché. Et on s'est aussi également basé sur une étude OpinionWay avec le barème consommateur Public Fashion, auquel a été ajouté cette année un volet réparation. Alors, merci beaucoup Antoine. Donc, comme on vous l'évoquait tout à l'heure, le gros du sujet présenté aujourd'hui, ça va être effectivement les enseignements de l'étude qu'on a faite avec Kantar. Et pour vous faire une explication de cette étude et ses principaux enseignements, je vais donc passer la parole à Linda. Linda, je ne sais pas si tu as un casque à disposition, mais peut-être que le son sera peut-être plus audible parce qu'Antoine, on n'entend pas très bien. Donc toi, je ne sais pas si on t'entend bien. Vas-y, essaye un petit peu.
Bonjour, je suis Linda Le Boulanger, je suis en charge chez Refashion de l'analyse data et DSI. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. On m'entend bien, très bien. Donc, comme vous l'a expliqué Antoine, on a mené deux types d'études avec Kantar. Une première étude sur l'analyse des mises en marché, donc des mises en marché textiles et chaussures, à la fois en volume et en valeur. En valeur, c'est-à-dire selon le prix d'achat des produits achetés par les consommateurs. Ça nous a permis du coup d'avoir une très bonne connaissance du marché sur le volet volume, mais également, et vous verrez pourquoi c'est important, sur le volet des prix d'achat. Et ça nous a aussi permis du coup de segmenter le marché des TLC selon le prix payé, d'en définir la volumétrie et donc de définir trois marchés, l'entrée de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Cette étude des mises en marché, elle a été faite à partir du panel consommateur de Kantar qui représente à peu près 13 000 individus représentatifs de la population française et qui déclarent chaque semaine l'intégralité de leurs achats textiles, chaussures et accessoires de mode. Voilà. Donc, c'est une étude solide et fiable. On a fait une deuxième étude, cette fois-ci consommateurs sur mesure, à partir d'un panel qu'on a constitué d'environ 1000 personnes, également représentatifs des foyers français. Et cette étude nous a permis du coup d'analyser la connaissance et les pratiques des Français en matière de réparation, mais également de mesurer l'élasticité prix des réparations face à différents niveaux de subvention pour rentrer complètement dans le sujet de la subvention dans le cadre d'un fonds réparation. Voilà. Donc, je vais commencer à vous parler du coup des résultats de cette première étude des mises en marché. Alors, le marché des TLC en 2021, pour bien fixer les esprits, c'est 3 milliards de pièces. 3 milliards de pièces qui ont en moyenne un prix d'achat de 14,1 euros. Tout produit confondu, avec 12,5 euros en moyenne pour un produit textile vêtements et 31 euros pour une paire de chaussures. 70% des mises en marché sont faites sur l'entrée de gamme. Voilà, ça c'est les premiers éléments qu'il est important que vous ayez à l'esprit. Là, j'interviens juste pour resituer effectivement dans cet environnement. C'est vraiment des données essentielles pour voir parce que finalement, on va tout de suite pouvoir constater que le ratio prix d'achat du neuf de mon article, coût de la réparation, sur le coût de la réparation, c'est un indicateur qui va être clé pour les consommateurs et qui n'a pas été repris sur ces mêmes bases par l'étude in extenso, parce qu'effectivement, on ne connaissait pas à l'époque le poids de la segmentation du marché entre l'entrée de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme. Donc, 70%, c'est de l'entrée de gamme. Exactement. Du coup, le marché du vêtement, je vous disais 3 milliards de pièces en 2021, qui se décompose en 84% de ces volumes sur les vêtements, 10% sur les chaussures et 6% sur le linge de maison. 78% du volume correspond à des articles pour les adultes. 70% du volume des TLC sont faits sur l'entrée de gamme. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 27% sur ce qu'on nous on appelle le moyen de gamme, et je vous expliquerai ensuite la disparité des prix, et 3% seulement sur le haut de gamme. Si on ventile cette fois-ci les prix moyens d'achat selon l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme, on voit qu'il existe une forte différence à la fois sur les vêtements et les chaussures sur ces prix d'achat moyens. Sur cette slide-là, on est parti d'une sélection de produits qui exclut un certain nombre d'articles qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'étude de réparation, à savoir les articles de type sous-vêtements, chaussettes, vêtements de travail, panoplies et déguisements, qui sont des articles qui font partie de la nomenclature e-fashion, mais qui ne font pas partie des pièces de base du vestiaire qui seraient amenées potentiellement demain à faire l'objet d'une réparation.
Donc, sur cette catégorie d'articles qui est quand même très importante, en bas du graphique figurent les volumes de mise en marché sur l'année 2021. Donc, par exemple, sur les vêtements, on observe un prix moyen d'achat à 13 € contre 37 € pour le milieu de gamme et 97 € pour le haut de gamme. Donc, on observe vraiment une forte disparité de prix entre ces différents segments, x3 entre l'entrée et le moyenne gamme et x7 entre l'entrée de gamme et le haut de gamme. Ça, c'est pour les vêtements, mais on observe exactement la même chose sur les chaussures, avec un prix d'achat moyen plus élevé, 18 € en entrée de gamme, 57 € en moyenne gamme et 144 € en haut de gamme. Donc, quand vous regardez les volumes, vous vous rendez bien compte où se situent les volumes. Ils se situent essentiellement, comme je vous le disais, sur l'entrée de gamme. Cette slide, en fait, est simplement une illustration, cette fois-ci, article par article, de ce que je vous ai expliqué avant. On voit, quelle que soit la catégorie d'articles, toujours cette disparité entre l'entrée de gamme et le milieu et le haut de gamme. Si je prends par exemple l'exemple de la chemise, par exemple, qui représente une mise en marché très importante, puisque sur l'entrée de gamme, on a 100 millions de pièces qui sont mises en marché sur 2021. Le prix d'achat moyen d'une chemise est à 13 € sur l'entrée de gamme, 37 € sur le moyenne gamme et 87 € sur le haut de gamme. Même histoire sur la chaussure. On a exactement les mêmes phénomènes. En prenant par exemple les chaussures d'été, donc qui regroupent tout ce qui est sandales, tongs, espadrilles, par exemple, on observe que ça coûte 11 € en prix d'achat moyen sur l'entrée de gamme, 38 € sur le milieu de gamme et 99 € sur le haut de gamme. Voilà. Donc, ces niveaux de prix, donc, ils sont très différents de ce qui figure, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans l'étude in extenso ADEME. Et donc, c'est d'autant plus important qu'on remette à niveau ces prix-là, parce qu'en fait, dans cette étude Kantar sur laquelle on s'est appuyé pour ces chiffres-là, ça prend en compte les prix d'achat et non pas certainement ce qui était pris en compte avant, qui sont plus des prix catalogue. Donc là, on voit effectivement des différences qui sont très importantes parce que ça inclut les promotions et ça inclut effectivement, en plus, on l'a évoqué, si on le corollaire au volume, c'est d'autant plus important. Du coup, ces éléments fixés dans vos esprits, je vais enchaîner avec les résultats, cette fois-ci, de l'étude consommateur. Comme je vous disais tout à l'heure, on a mené une étude spécifique sur un peu plus de 1000 répondants représentatifs de la population française via un questionnaire online. Et ces résultats d'études nous permettent d'apprendre mieux tout ce qui est la connaissance aujourd'hui du consommateur de la pratique de la réparation et aussi, comme je vous l'expliquais, l'élasticité prix qu'ils ont face à la subvention, à une mise en place d'une éventuelle subvention. Le premier renseignement de cette étude, c'est qu'on observe des comportements de réparation et d'auto-réparation différents entre les chaussures et les vêtements. Alors, comment se lit cette slide ? On a décomposé l'intégralité des répondants selon la question qui était « Est-ce que vous avez eu recours à la réparation au cours des 12 derniers mois ?» Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements sont plus réparés que les chaussures, avec un fort recours à l'autoréparation pour les vêtements. En effet, comme vous le voyez sur le graphique, sur la partie grisée représente le poids des Français qui nous déclarent n'avoir fait aucune réparation sur les 12 derniers mois. Donc, on voit que ça représente seulement 42% sur les vêtements et 57% sur les chaussures. Parce qu'en effet, sur les vêtements, le poids de l'autoréparation est très important. Ils sont 42% à avoir eu recours à l'autoréparation au cours des 12 derniers mois, contre seulement 15% pour la chaussure. Évidemment, la grosse différence entre les vêtements et les chaussures se situe autour de la réparation auprès d'un professionnel. Ils ne sont que 8% à avoir eu recours à la réparation auprès d'un professionnel sur les vêtements au cours des 12 derniers mois, contre 20%
pour la chaussure. Donc ça démontre aussi la spécificité, une des spécificités de notre filière, c'est le poids de l'autoréparation. Donc finalement, l'autoréparation va ouvrir un champ d'incrémental supplémentaire versus très probablement les autres filières. Il est plus facile de réparer un bouton que de réparer son frigidaire. Donc il y a vraiment cette notion d'autoréparation et qui effectivement est beaucoup plus importante sur la partie des vêtements. On a observé qu'il existait des habitudes qui diffèrent en fonction du profil des Français et des produits achetés. Donc, vous vous souvenez des proportions de population qui avaient recours soit à l'autoréparation, soit à la réparation par un pro, soit à pas de réparation du tout. Donc, c'est la première ligne qui correspond à la population totale. On a ventilé ces résultats par tranche d'âge de façon à pouvoir mettre en évidence des différences de comportement en fonction de l'âge. Ce qui apparaît clairement, c'est que, en fait, sur les vêtements, il n'y a pas réellement de grosses différences d'une tranche d'âge à l'autre, sauf sur la tranche des 25-34 ans, pour lesquels on observe une propension plus importante à aller faire réparer leurs vêtements chez un pro, puisqu'ils sont 12% en moyenne à y avoir recours sur les 12 derniers mois, contre 8% en moyenne. Donc ça, on l'interprète par le fait que ce sont des jeunes adultes qui ont quitté le foyer de papa et maman et qui, du coup, n'ont plus forcément recours au service de maman ou d'un proche pour réparer leurs vêtements. Donc, ce transfert de l'autoréparation vers la réparation s'observe réellement sur cette tranche d'âge-là. Pour ce qui est des chaussures, c'est un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on constate qu'à partir de 50 ans, l'accès à la réparation chez un professionnel augmente. Donc, en moyenne, jusqu'à 50 ans, l'accès à la réparation par un pro était de l'ordre de 13%, alors qu'à partir de 50 ans, on monte à 21% et à 32% à partir de 65 ans. Sachant, comme on vous l'a expliqué, que de toute manière, pour les chaussures, il n'y a pas de substitution possible entre l'autoréparation et la réparation chez un professionnel, compte tenu du niveau de technicité attendu sur ce type de réparation. On a également regardé s'il existait des différences de comportement entre un gros acheteur moyenne gamme et un gros acheteur haut de gamme. Effectivement, il existe des différences entre le comportement de ces deux populations. En particulier, ce qu'on note, c'est que les gros acheteurs milieu de gamme ont une tendance plus forte à avoir recours à la réparation chez un professionnel. Quand on regarde, ils sont 10% à avoir recours à la réparation chez un professionnel sur les 12 derniers mois versus 5% sur les gros acheteurs entrée de gamme. La substitution, en fait, entre les deux, se fait sur l'autoréparation. C'est-à-dire que les gros acheteurs entrée de gamme vont davantage privilégier l'autoréparation que ne le font les acheteurs milieu de gamme. Et ça s'observe particulièrement sur les vêtements. Sur les chaussures, cette différence existe, mais elle est moins flagrante, puisqu'on observe 19% d'accès à la réparation chez un pro sur les 12 derniers mois sur la population d'entrée de gamme versus seulement 22% sur la population haut de gamme. Un autre enseignement sur cette étude, c'est que quand on envisage la réparation, en fait, on l'envisage essentiellement sur les vêtements adultes et les chaussures adultes. Quand on a interrogé les Français sur le type de réparation qu'ils faisaient, soit chez un pro, soit chez les professionnels, ils sont 80% à nous déclarer qu'ils font réparer leurs vêtements adultes. Ça veut dire qu'il n'y en a que 20% qui font réparer les vêtements d'enfants chez un professionnel. Ça aussi, c'est un enseignement important qui va déterminer nos actions dans le cadre du fonds réparation. Alors, il y a plusieurs freins à lever pour inciter à davantage de réparation chez un professionnel. Cette étude a mis en évidence plusieurs freins.
Le premier frein, c'est le prix. Donc là-dessus, pas de surprise, on va dire. Quand on interroge les Français sur le pourquoi ils n'ont pas recours à la réparation, ils disent, pour 47% d'entre eux, que c'est trop cher. Mais vous verrez que c'est plus subtil que ça. Le deuxième critère, ça va être la qualité du produit. Donc, ils considèrent en gros que les articles abîmés ne sont pas d'assez bonne qualité pour être réparés. Le troisième, c'est un besoin de réassurance. La réparation ne permet pas de redonner aux produits abîmés ces lettres de noblesse. Donc, et potentiellement, ça pourrait même avoir l'effet inverse. Le dernier frein, c'est la connaissance. Et là, on a mis en évidence le chiffre de 15% qui disent qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, mais vous verrez que ça a de grosses incidences sur l'intention de réparer des produits usagés chez un professionnel. Alors, je vous ai dit effectivement que le prix était un des freins majeurs à la réparation chez un professionnel. On a du coup testé un certain nombre de réparations en demandant aux Français quelle était leur intention de réparer ces produits abîmés. Au départ, sans leur communiquer le prix moyen de la réparation, et ensuite en leur communiquant le prix moyen de la réparation. Ce qu'on observe pour beaucoup de réparations, c'est qu'en fait, les Français ont une tendance à surestimer le prix des réparations, ce qui freine du coup leur intention de recourir à la réparation chez un professionnel. Pour illustrer ce propos, par exemple, on peut prendre le cas d'une réparation d'une déchirure sur un pull. En première intention, sans connaissance du prix, ils vont être 2% à nous dire que leur pull abîmé, ils souhaiteraient les faire réparer chez un professionnel. Ça, c'est avant qu'on leur dise que ça coûte 20 € en moyenne. Une fois qu'on leur a communiqué le prix moyen de la réparation, ils passent à 20% d'intention de recourir à la réparation par un pro. Ce qui veut dire que effectivement, il existe un prix fantasmé de la réparation. Et le fait de communiquer le prix réel de la réparation moyenne nous fait passer l'intention de réparer au maximum à x10 l'intention, au minimum à x2 selon le type de réparation qu'on aura testé et le prix moyen qui se rapproche davantage de ce qu'ils imaginaient. Donc, ce que démontre Linda, je t'interromps un tout petit instant, c'est qu'effectivement, le défaut de connaissance est super limitant sur le recours à la réparation. Et on le remarque aussi dans le test qu'on a fait, on a intégré des choses qui sont pas forcément des données qui étaient intégrées auparavant dans l'étude d'Inextinso, comme détacher un article par exemple. On a pensé aussi à nettoyer des baskets et là on voit qu'il y a un incrémental qui est très fort sur ce type aussi on va dire de restauration et qui pour l'instant sont des réparations qui sont hors scope, mais elles participent à allonger la durée de vie des produits. Et donc voilà, c'était important de vous notifier. Excuse-moi Linda, je te redonne la parole. Merci. Merci pour ces éclaircissements. Alors, donc je vous ai expliqué qu'il y avait un prix imaginaire et que ce prix influait fortement l'intention de réparer. Mais en fait, ce prix imaginaire, il ne vient pas de nulle part. Pourquoi les Français ont tendance à surestimer le prix de la réparation? Eh bien, tout simplement parce que la réparation, le coût de la réparation, ils le mettent en regard du prix d'achat moyen des articles textiles. C'est ce qu'on vous a mis en évidence sur ce graphique. On voit que le prix moyen d'achat des pièces neuves demeure très bas au regard du coût de la réparation que nous avons pu tester via cette étude. Si on prend par exemple le cas des articles textiles, on observe que le prix d'achat moyen dans l'entrée de gamme, qui, je vous rappelle, représente quand même 70% du marché,
le prix d'achat moyen est à, bougez pas, 13 € versus un coût moyen de la réparation à 19 €. Pour les chaussures, on observe le même phénomène sur l'entrée de gamme, puisque le prix d'achat moyen des chaussures est à 18 € contre un coût moyen de la réparation à 26 €. Donc cette slide, elle met quoi en évidence? Elle met en évidence, en fait, donc on a interrogé les Français sur la valeur qu'ils accordent aux articles abîmés dans leur vestiaire, en distinguant les articles qu'ils sont prêts à faire réparer, et ceux qu'ils ne souhaitent pas faire réparer. On leur a demandé donc quelle valeur ils accordaient à ces produits-là. 3 types de valeurs ont été testés. La valeur financière du produit, je l'ai quand même acheté cher. La valeur sentimentale, j'y suis très attachée. Et la valeur d'usage, il peut encore servir. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que le poids de la valeur financière, elle chute de 60% à 35% sur les articles que je ne souhaite pas faire réparer. Alors même que les autres critères qui sont la valeur sentimentale et la valeur d'usage restent relativement stables. Donc, ce qui signifie que c'est la seule valeur, pour le coup, réellement discriminante entre le choix de faire ou de ne pas faire réparer un vêtement. Donc, on peut dire que le prix d'achat élevé pour un vêtement, c'est un élément qui favorise l'acte de réparation. Chez un professionnel. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans les stades précédents, puisqu'on avait vu qu'il y avait une proportion plus importante, le double, à faire réparer chez un pro quand on est un gros acheteur de moyenne gamme. Je vous ai expliqué que dans le cadre de cette étude, on avait aussi cherché à mesurer l'impact d'une subvention à la réparation en testant 3 niveaux de subvention, 10, 20 et 30%. On a du coup interrogé les Français en leur demandant quelle était leur intention de réparer, de faire un certain nombre de réparations qui sont listées là sous vos yeux, sans subvention, avec une subvention de 10, avec une subvention de 20, avec une subvention de 30. Ce que l'étude met en évidence, c'est qu'en fait, il existe un incrémental, mais qu'il intervient à partir de 20% de subvention sur le prix de la réparation. L'incrémental, du coup, se déclenche entre 20 et 30, mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on n'a pas un incrémental très élevé puisqu'il n'est que de 5 à 10 points. Alors que précédemment, on avait un incrémental plus important sur le volet communication du prix. L'impact de la communication simplement du prix de la réparation faisait bondir l'intention de réparer, qui n'est pas forcément le cas avec une subvention. Donc là, pour illustrer ce propos, on a mis en évidence, par exemple, la réparation d'une déchirure ou d'un accroc sur un pull. En intention de réparation prix connu, on est à 20%. Là, le prix est connu, hein, donc 20% des personnes interrogées auraient l'intention de faire réparer un trou dans un pull. Il serait 3% de plus si on mettait en place une subvention de 20% sur le prix de la réparation et 9% de plus si on mettait une subvention de 30%. Ce qui est notable également, c'est que dans le top 3 des réparations qui apportent le plus d'incrémental, ce sont des réparations pour lesquelles il y a peu d'autoréparation. Donc, du coup, on n'est pas confronté dans ce cas de figure à la substitution, autoréparation, réparation chez un pro. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'au-delà du prix, il y avait d'autres freins qui permettaient de favoriser la réparation, d'autres freins à lever pour favoriser la réparation. La qualité du produit, donc je préfère acheter de nouveaux articles plutôt que de les faire réparer. Ça, c'est particulièrement vrai pour les gros acheteurs de moyenne gamme qui aiment davantage que les acheteurs entrée de gamme acheter de nouveaux produits ou de nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures. Parce que cette population arrête d'utiliser un produit au premier signe d'usure. Donc pour eux, le côté impeccable du vêtement
et des chaussures est très important. Donc, ils sont très soucieux de la qualité du produit porté. Et pour eux, il n'y a rien de mieux que le neuf, en gros. Par ailleurs, cette même population exprime un réel besoin de réassurance sur la réparation parce que, en gros, ils estiment que ce n'est pas du tout évident pour eux, en tout cas, que la réparation permette de faire mieux que le neuf. Donc c'est important de rassurer cette population, à la fois sur le fait de dire la réparation peut être aussi qualitative que l'achat du neuf. Ce qui est dommage, parce que finalement, c'est les plus gros acheteurs, enfin, ceux qui achètent un niveau de gamme qui offre un ratio prix d'achat, coût de la réparation le plus intéressant, sont ceux qui aujourd'hui sont le plus frileux à faire la démarche. Le dernier renseignement, c'est que la connaissance est aussi, je vous disais avant, la connaissance des réparations, mais également des réseaux de réparateurs est un vrai frein aujourd'hui à l'acte de réparation chez un pro. Donc, on a fait cette étude en partant au départ de la population totale, d'où le premier cube à 100%. Sur cette population totale, on a cherché à déterminer quelle était la proportion de la population qui ne connaissait aucune des réparations possibles, à la fois sur les chaussures et sur les vêtements. On a ensuite cherché à savoir quelle était la population qui non seulement qui connaissait potentiellement des réparations, mais qui ne connaissait aucun réparateur capable de les mettre en œuvre. Sur les chaussures, ce qui est flagrant, c'est qu'un quart de la population interrogée ne connaît aucune des réparations possibles sur les chaussures. Un deuxième quart ne connaît aucun réparateur en mesure de mettre en œuvre ces réparations. Et on a une base de 33% qui, de toute manière, ne font pas réparer leurs chaussures chez un professionnel. Ce qui fait qu'au global, on tombe sur 16% qui font réparer aujourd'hui leurs chaussures par 19%, pardon, qui font réparer leurs chaussures par un professionnel. Donc, vous l'avez bien compris, tous ces chiffres s'additionnent les uns avec les autres pour aboutir à une base de 100%. Pour les vêtements, ce n'est pas le même phénomène. C'est-à-dire que pour les vêtements, ils ne sont que 4% à ne connaître aucune des réparations possibles. Et ça explique aussi qu'ils ont recours à l'autoréparation, parce que les réparations, ils les connaissent. Par contre, ils sont 41% à ne connaître aucun réparateur capable de les mettre en œuvre. Et ils sont 43% à ne faire aucune réparation chez un pro. Ce qui fait qu'à la fin, on aboutit à une population de 12% simplement qui fait appel à un professionnel. Donc, au problème de prix que je vous ai évoqué avant, s'ajoute aussi un problème de connaissance, à la fois, connaissance du prix, ça je vous l'ai dit, mais aussi une méconnaissance des réparations en général et du réseau de réparateurs. Alors, sur la chaussure, on le prouve nettement. Ce que vous voyez là, c'est l'intention de réparer en face de est-ce que je connais ou pas la réparation et où est-ce que je connais ou pas un réparateur capable de le mettre en œuvre. Donc, par exemple, sur la première ligne qui correspond à la réparation de ressemeler complètement ma chaussure, ils sont 45% à connaître la réparation et du coup, ils sont 7% à avoir l'intention de faire réparer leurs chaussures sur cette réparation-là. L'inverse, c'est remplacer les bambous en caoutchouc sur mes chaussures. Ils sont 14% à connaître cette réparation et du coup, ils ne sont que 0,7% à avoir l'intention d'y recourir. Ce qui veut dire que, pour la chaussure en tout cas, plus je connais, plus je fais réparer, à l'exception, là, ce qu'on observe des sneakers. Donc, si vous regardez, les sneakers, c'est là 1, 2, 3, 4e ligne. La 4e ligne, donc, c'est nettoyer des sneakers, donc en gros, une remise en beauté de mes sneakers. Ils sont 33% à connaître cette réparation et ils ne sont que 0,9% à faire appel à un réparateur pour mettre en place cette réparation. Parce qu'ils ne sont que 11% à savoir que c'est possible de le faire chez un réparateur, à connaître un réparateur
qui est capable de le mettre en œuvre. En plus de ça, pour cette réparation spécifique, ce qui n'est absolument pas le cas pour les chaussures, ils sont 10% à avoir recours à l'auto-réparation. Donc, sur ce segment-là particulier du nettoyage de sneakers, la remise en beauté des sneakers, l'auto-réparation devient une substitution possible à la réparation chez un professionnel. Pour les vêtements, c'est la même histoire, même si c'est un peu moins flagrant. Parce que le sujet de la réparation chez un pro pour les vêtements, c'est que le niveau de réparation, d'intention de réparation est très faible. Sur la chaussure, ils étaient autour de 7%, 5%, 7%. Là, sur les vêtements, on est autour de 1%, 3% maximum. Donc, ce phénomène, on a plus de mal à le mettre en évidence. Par contre, on voit quand même de grosses différences. Si je prends, par exemple, la réparation, changer la fermeture éclair d'un pantalon ou d'une jupe, ils sont 64% à connaître la réparation. Donc là-dessus, c'est une réparation très connue du grand public. 32% connaissent un réparateur capable de la mettre en œuvre. Ils sont du coup 3,4% à y avoir recours. L'avantage sur cette réparation, c'est qu'ils ne sont que 14% à être capables de le faire eux-mêmes. Donc, en plus, c'est une réparation technique. Le pendant de ça, c'est changer une doublure de manteau. C'est une réparation moins connue. 25% simplement savent qu'on peut changer la doublure d'un manteau. Ils ne sont plus que 11% à connaître un réparateur capable de le mettre en œuvre. Et du coup, ça fait chuter l'intention de faire réparer par un pro à 1,2. Et malheureusement, en plus, il n'y a pas de substitution possible pour eux, puisque l'autoréparation sur le changement d'une doublure n'est que de 3%. Si je résume l'ensemble des enseignements de l'étude, ce que vous pouvez retenir à l'issue de cette présentation, c'est qu'il y a plusieurs freins à lever. Le frein principal, c'est, comme on l'expliquait, le prix. Mais le prix, ce n'est pas simplement le coût de la réparation. Ce qui est en jeu sur le prix, c'est la méconnaissance que les gens ont aujourd'hui du coût réel de la réparation, leur perception d'un coût plus élevé qu'il n'est et d'un ratio prix d'achat, coût de la réparation qui est malheureusement défavorable à la réparation, compte tenu des prix d'achat moyens observés sur le marché, sur le segment des TLC. L'autre frein, c'est la qualité du produit. Et dans la qualité perçue, il y a particulièrement chez les gros acheteurs de milieu de gamme, qui est une cible particulière à adresser, que la qualité du produit neuf sera toujours mieux qu'un produit réparé et que la réparation ne permet pas de retrouver l'éclat du neuf. Donc là, il faut réussir à lever ces freins en apportant des garanties de réassurance, en mettant en valeur le travail des professionnels. Et le dernier levier, c'est la connaissance. Dans la connaissance, en fait, on veut surtout dire méconnaissance des réparations possibles, méconnaissance des réparateurs et du réseau de réparateurs capables de mettre en œuvre ces réparations. Voilà, je pense que je vous ai donné l'essentiel des informations que nous avons réussi à recueillir via ces études. Et je passe la main. Merci Linda, merci beaucoup. Donc, on a bien conscience que tout ça est assez dense. On a essayé de vous en donner. Il y a pas mal de questions qui s'amoncellent sur le Q&A. J'en ai répondu à certaines, mais pas d'inquiétude, on va continuer à les adresser. Et là, je passe la main à Arthur Delittle pour nous faire la synthèse de l'ensemble des autres enseignements et des autres études et enquêtes, y compris des entretiens quali que nous avons menés. Et là, je ne sais pas si c'est toi, Antoine, qui prend la parole à la suite. Bon, ben super. Oui, donc comme je l'avais un petit peu évoqué lors de l'introduction tout à l'heure, on a également mené une enquête de prix pour avoir une vision exhaustive des prix des réparations selon les géographies et selon le type d'acteurs. Donc à la fois les réseaux de réparateurs et à la fois les indépendants. Donc on a deux enseignements principaux. Déjà, le premier, c'est sur le prix moyen de la réparation,
qui s'élève à 22,8 €, qu'on peut mettre en regard avec le prix d'achat moyen neuf d'un produit qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est de 14,1 €, donc un prix de la réparation plus élevé, avec ce prix moyen de la réparation qui se subdivise à 26 € en moyenne pour une réparation de chaussures et 18,8 € en moyenne pour une réparation de vêtements. Et le deuxième enseignement, c'est que les prix observés sont en moyenne 23% plus élevés chez les réseaux de réparateurs plutôt que chez les indépendants. Et donc, la chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, le prix d'achat d'un vêtement va être le même sur toute la géographie française. En revanche, le prix de la réparation, lui, va varier selon la zone géographique dans laquelle on se situe. Et ça, c'est illustré dans la slide suivante. Donc là, on a subdivisé les prix des réparations des acteurs qu'on a interrogés dans 3 catégories de villes. D'abord, les villes de moins de 100 000 habitants, ensuite les villes entre 100 000 et 300 000 habitants, et ensuite les villes de plus de 300 000 habitants. Et l'enseignement qu'on en tire, c'est que plus la ville est peuplée, plus le prix de la réparation en moyenne va être élevé. Donc, ce qui vient justement soutenir ce que je vous disais juste avant, on a une inéquité, en tout cas, des prix de la réparation pour les consommateurs français. Donc ça, c'est l'exemple qui a été pris sur la chaussure pour la réparation qui est changé le talon de la chaussure d'une femme. On a un exemple similaire pour le vêtement juste ensuite sur le zip manteau, où on voit que pour les villes de plus de 300 000 habitants, la réparation est plus élevée. Le coût de la réparation est plus élevé, il peut monter jusqu'à 90 €, alors qu'on a des prix qui sont plutôt autour de 20 € pour des villes de plus petite taille. Merci Antoine. Donc voici pour cet autre point sur la partie coût de la réparation observée. Donc si j'essaie de faire un gros résumé, une grosse synthèse sur ce sujet que d'ailleurs nous adressons non pas avec le fonds réparation qui est en cours de constitution, mais déjà vous le voyez là sur la droite. Le sujet de la réparation est un sujet qu'on adresse déjà régulièrement, y compris dans la campagne #4R. Et là, vous voyez la prochaine, c'est qui débutera le 23 septembre cette année autour de la réparation. Donc, si je résume, le soutien au coût de la réparation fait donc partie des leviers à disposition, mais ce n'est pas la solution, comme on vient de le voir. Il est articulé avec d'autres leviers. Il y a d'autres leviers pour faire de l'incrémental. Vraiment, notre sujet, comme je le disais, je l'évoquais au début, et l'ambition, c'est vraiment de faire une différence et d'aller chercher des articles qui aujourd'hui soit sont dans les placards, soit sont dans les poubelles et les ordures ménagères. Le deuxième enseignement, c'est que les volumes adressables sont beaucoup plus faibles que précédemment estimés. On l'a vu, évidemment, c'est quand même la première slide qu'on vous a présentée, le prix moyen à l'achat versus le coût moyen de la réparation. C'est un ratio qui est fondamental dans le frein à la réparation, l'accès à la réparation, et donc qui remet en cause l'assiette adressable, donc sur la partie gisement disponible, mais aussi sur le nombre et le volume de consommateurs qui sont susceptibles de passer le cap, le type de réparation connu, comme on l'a évoqué, les réparateurs connus, traçables, etc. Et enfin, pour rebondir sur les dernières slides présentées par Antoine, qui en font complètement la démonstration, le chemin à construire pour faire une proposition qui soit la plus équitable possible est étroit, justement parce que c'est des niveaux qui sont pas du tout lissés au niveau national, et ça va être toute la gageure de notre sujet. Donc il y a beaucoup de questions à adresser. Et j'en ai listé trois groupes de questions, qui est déjà la première, quelle est la juste répartition vêtements, chaussures, compte tenu des comportements actuels? On a vu le poids de l'auto-réparation sur le vêtement, et sans doute l'auto-réparation et la pédagogie sur l'auto-réparation est un des leviers pour allonger la durée de vie.
La deuxième question, c'est l'appétence à faire réparer qui est liée à la valeur d'achat, comme je le disais, avec une assiette éligible qui est ce qu'elle est, 70% de marché sur l'entrée de gamme. Et enfin, la ventilation de l'ensemble des freins et leviers qu'a présenté Linda, c'est comment on a finalement, et c'est quand même la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on a on a plusieurs leviers à activer, et c'est comment on va les activer entre la connaissance de la réparation, du vrai prix, la connaissance d'un professionnel, la réassurance sur la qualité du travail, l'autoréparation, comme je viens de l'évoquer, et évidemment, effectivement aussi, le soutien au coût qui fonctionne à partir de 20% et sur une partie des articles selon leur niveau de gamme. Donc, toutes ces questions, et il y en aura certainement d'autres. Là, on a essayé un peu de vous les encapsuler pour que ça soit un petit peu plus clair et un petit peu plus digeste. Tout ça, ça va effectivement s'articuler, comme je l'évoquais en introduction, on va le travailler ensemble. Donc là, ce qu'on a vu, et Maud présentait la timeline tout à l'heure, là, nous avons notre webinaire qui est en train de se passer là aujourd'hui, et nous allons lancer des groupes de travail à la rentrée pour pouvoir justement travailler ensemble toutes ces questions et pouvoir adresser avec justesse, ou en tout cas le plus de justesse possible, ces différents leviers, et en faire des expérimentations. L'idée étant de travailler justement et d'expérimenter en se disant que 23-24, on doit monter en puissance en testant les différents leviers et dispositifs pour arriver à une stabilité et un dispositif qui soit stable en 2025. Donc voilà, donc comme je l'évoquais, deux groupes de travail qui vont se lancer dès la rentrée, un sur le textile et un sur les chaussures, pardon, pour adresser ensemble tous ces sujets. Voilou, je crois que nous en avons terminé. Donc, nous avons terminé avec un peu d'avance. Peut-être que nous pouvons, je vais arrêter le partage pour pouvoir regarder s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, et que je suis en train de regarder en même temps. Je ne sais pas si vous y avez accès aussi, Antoine et Linda, qui n'êtes pas dans la même pièce que moi, sur l'ensemble des questions, et s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaiteriez rebondir. Alors, j'ai une question sur comment peut-on se faire pour s'inscrire pour les groupes de travail. C'est des modalités sur lesquelles on va se pencher. Il y aura des marques, il y aura des réparateurs. Forcément dans ce groupe de travail, on va être accompagné par Arthur Delittle qui est intervenu, Antoine qui est intervenu tout à l'heure. Donc ça, c'est des modalités qu'on va mettre en place dès la rentrée, dès la fin du mois d'août et début septembre. Donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Évidemment, nous allons partager aussi cette présentation, comme ça vous aurez tous les chiffres, et on va vous l'envoyer pour que vous puissiez la regarder et peut-être la partager et la voir à plus à tête reposée. Mais ça va vraiment faire partie des fondamentaux à partir desquels on va pouvoir travailler ensemble dans les groupes de travail. Il y a des questions sur pourquoi on a enlevé les sous-vêtements et les chaussettes de ce fonds. Je ne sais pas, Linda, si tu as une réponse à apporter par rapport à ça, parce que c'est des articles qui ne sont pas réparés, et c'est des articles qui ne sont pas aujourd'hui, il me semble, intégrés dans les précédentes études menées par l'ADEME. Et que du coup, on n'avait pas non plus la possibilité d'avoir des relevés de prix fiables sur la réparation d'un sous-vêtement, dans la mesure où aujourd'hui, c'est une pratique totalement marginale, qui ne se fait pas. Ouais. On a préféré ne pas introduire de biais en mettant ces articles dans l'étude et se concentrer sur les grosses pièces du vestiaire. Alors, on n'a pas encore fixé, il y a Mathieu Jovanon qui demande si on a fixé les dates, mais ça va être bientôt le cas. On l'a pas encore fait, mais ça va être évidemment bientôt le cas. Je regarde. Oui, la labellisation, c'est vrai, Philippe Joguet souscrit à la piste de la labellisation. Effectivement, le manque de confiance sur des acheteurs qui achètent des vêtements dont le ratio prix d'achat ou de la réparation serait tout à fait
possibles ont un vrai problème de réassurance, un vrai besoin, pardon, de réassurance. Donc, clairement, la labellisation est un sujet. Et sachez aussi que pour tout ce travail et pour le travail qu'on va mener avec les deux groupes qui vont se former, on s'appuie aussi sur les enseignements des autres filières. Même si nous, on l'a vu, hein, on est quand même une filière qui a des spécificités très fortes et l'autoréparation, comme je l'évoquais tout à l'heure, est une spécificité de la filière qui n'existe pas dans les autres filières. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'adresser aussi ce qui est très différent sur la filière textile, dans l'objectif toujours de faire mieux et de faire vraiment cet incrémental. Donc voilà. Bon, écoutez, nous allons peut-être nous arrêter là. Une fois de plus, nous gardons toutes vos suggestions et désolée si j'ai pas pris le temps de tout lire, mais nous les gardons avec nous. J'espère que ce partage aura éclairé vos lanternes comme ça a éclairé les nôtres. Et maintenant, tout le travail reste à faire pour nous tous. Donc voilà. Et la prochaine étape, ça va être justement de monter ces groupes dès la rentrée. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Enfin, en tout cas, j'espère votre écoute. Et je vous dis à très bientôt et bel été à tous. Et à bientôt pour réparer la planète et nos articles. À bientôt. Au revoir.